Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bon matin à nos auditrices et nos auditeurs. C'est Judith Gagnon, vous me connaissez. Je reviens encore, mais il me reste une seule autre émission. Je vais prendre une petite pause pendant l'été et on va revenir à l'automne. Alors, vous nous connaissez, on fait de la défense des droits, on fait des conférences, on organise aussi l'aide aux aînés vulnérables. Alors aujourd'hui, on va retrouver les travailleurs de milieu, l'équipe des travailleurs de milieu de l'AQDR Québec avec leurs coordonnateurs qui vont pouvoir répondre à nos questions, puis voir un petit peu c'est quoi vraiment là, la problématique des aînés, parce que c'est vraiment pas facile. Alors, je vous les présente. Nous avons Jacques Pouliot, qui est le coordonnateur. Bonjour, Jacques. Bonjour. Nous avons Éric Tarissan, qui est travailleur de milieu dans le district de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge. Bonjour, Éric. Bonjour. Et nous avons deux personnes à la Haute-Ville de Québec. Monsieur Alain Blanchette. Bonjour, Alain. Oui, bonjour. Et nous avons Joseph Désiré Avonneau. Bonjour, Joseph. Bonjour. Alors, on va parler de points bien particuliers aujourd'hui, qu'on parle vraiment pas souvent, mais qui est au cœur même de la vie des aînés, la solitude des personnes aînées et de son impact. On n'en parle pas, hein? On se tait, on dit, bon, ben si les aînés mangent bien, ils ont un bon revenu, ils ont un logement, mais il y a autre chose dans la vie. Alors, j'aimerais ça, à tour de rôle, en vous nommant, que vous me disiez, en avez-vous rencontré des aînés seuls? C'est quoi leur impact? Alors, allez-y. Oui, en fait, ce qui arrive bien souvent, c'est que les personnes aînées que je rencontre, moi, c'est Éric. Oui. Et leurs enfants, bien souvent, ont fait leur vie à l'extérieur, sont souvent loin, des fois à l'autre bout du pays. Puis la personne aînée, à un moment donné, ce qui arrive, c'est que par perte de mobilité, devient incapable de prendre l'autobus, parce que ce qui arrive souvent, c'est que ces personnes-là se retrouvent à marcher avec une canne ou une marchette. Et une fois dans l'autobus, souvent, le chauffeur n'attend pas que la personne soit assise. Il s'en va trop vite. Puis les personnes, ils tombent par terre. Avec des expériences comme ça, ces personnes-là ne prennent plus l'autobus. Puis là, ça devient beaucoup plus compliqué. Puis il y a aussi le fait que c'est leur entourage aussi qui s'amenuise avec le temps. Parce que c'est souvent des amis que ces personnes-là avaient plus ou moins du même âge. Et donc, ces personnes-là se retrouvent de plus en plus seules, de plus en plus isolées. Hey, ça cause, c'est pas bien pour eux autres. Comment tu les retrouves, Éric? Est-ce qu'ils t'en parlent? Est-ce que ça les amène à vouloir trouver un groupe pour se soutenir? Parle-moi-en donc. En fait, quand ces personnes-là réussissent à me rejoindre parce qu'elles ont été référées soit par le 211 ou le CIUS, ce qu'elles me disent, c'est que effectivement, elles sont seules chez elles, n'ont plus d'entourage, puis s'ennuient. Alors, moi, c'est de leur trouver des ressources, soit en participant à des activités. Les ressources d'écoute, ça, c'est un peu plus compliqué, mais j'en ai découvert une nouvelle hier. Justement, eux autres s'occupent justement de faire de l'écoute, soit par téléphone ou en personne. Est-ce que tu pourrais nous en parler pour que peut-être que nos auditrices et nos auditeurs puissent en bénéficier aussi? Oui, c'est une ressource qui s'appelle la Halte Saint-Joseph. En fait, c'est une ressource qui existait, mais ailleurs sur le territoire. Là, elle a pris siège à Sainte-Foy, sur la rue Chanoine-Martin, là où était l'église qui avait été construite il y a quelques années, là. Mais oui. il y a plus d'office qui dans cette église-là. Puis alors, c'est devenu une ressource. Et la Halte Saint-Joseph, a élu domicile à cet endroit-là. Puis d'autres, leur objectif, c'est ça, c'est de venir en aide justement aux personnes isolées. Puis
souvent, les personnes qui se retrouvent à vivre de la solitude, ils ont parfois des idées suicidaires qu'eux autres, ils aident ces personnes-là dans ce sens-là aussi. Est-ce que tu as le numéro de téléphone? Est-ce que les gens peuvent rejoindre ces gens-là, la résidence, la halte Saint-Joseph facilement? Est-ce que tu pourrais leur donner des numéros de téléphone? Oui, le numéro de téléphone à la halte Saint-Joseph, c'est dans le 88 653 9575. Puis 9575. Puis je dois préciser aussi que les heures d'ouverture, pour ceux qui voudraient y aller en personne, c'est le mardi et le jeudi, de 13h30 à 16h. Ah, OK. Ils peuvent aller en personne? Oui, parce que les autres, ils prennent le café, puis en fait, ça fait 3 semaines qu'ils sont là. C'est vraiment une nouvelle ressource là, qu'ils sont en train de se structurer, puis de s'établir un horaire, puis de prendre connaissance des ressources aussi qui sont dans la ville. OK, c'est bien. Puis surtout que si les gens peuvent aller, des fois, juste au téléphone, le contact est moins fort que si on est en présence. Oui, ils peuvent très bien appeler pareil, puis pour poser des questions, puis prendre connaissance. C'est entendu qu'aller en personne, c'est encore mieux. Là. C'est ça long. Là. C'est vraiment intéressant. Là. Je te remercie beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent parler sur la solitude? Oui, moi, c'est Alain. Bonjour. Joseph et moi, nous, on travaille dans le secteur de la Haute-Ville de Québec. Donc, Saint-Sacrement, Montcalm, Saint-Jean-Baptiste, le Québec et Cap-Blanc. Donc, c'est sûr qu'en Haute-Ville, comme partout ailleurs, la population vieillit. On retrouve de plus en plus de personnes âgées. C'est sûr qu'en vieillissant également, par la force des choses, notre réseau social peut diminuer également. Là. On perd des amis, soit par maladie ou même par décès également. Donc, souvent, nos enfants aussi, comme Éric disait, parfois les enfants sont éloignés, demeurent dans une autre ville, pour diverses raisons. Donc, c'est rendu à un certain âge, nos lieux de fréquentation sont moindres aussi, on sort moins, on a moins d'occasions de sortir, de rencontrer des gens, ces choses-là. Donc, c'est sûr que la solitude peut être vécue là, pour certaines personnes plus difficilement que d'autres là, parce que justement notre réseau social a diminué, nos contacts téléphoniques ont diminué. Chose pour laquelle nous, en tant que des travailleurs de milieu, on essaie de trouver des ressources là, pour combler cette solitude-là vécue par les gens. Je pense entre autres, à l'organisme Les Petits Frères. Les Petits Frères, là, c'est pour les personnes de 75 ans et plus. Ouais. Un très bel organisme là, qui font des appels d'amitié, qui font des visites d'amitié aussi pour les personnes de 75 ans et plus, qui vivent de la solitude, ces choses-là. Donc, c'est un très bel organisme. Je pense à eux en particulier. Mais il y a d'autres organismes aussi là, qui font des appels d'amitié. Je pense à Contact Aîné. Je pense aussi à l'Entraide du Faubourg, qui offre des activités là, pour les personnes de 50 ans et plus. C'est un très beau lieu aussi, l'Entraide du Faubourg, pour rencontrer des gens, aller prendre un café, discuter ces choses-là. Donc, c'est des lieux où, que moi, quand c'est possible, je donne les références aux gens là, pour essayer de briser la solitude là, qu'ils peuvent vivre là, chez eux, dans leur appartement ou dans leur maison. Là. OK. Puis toi, Joseph, est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Évidemment, les aînés en général font l'expérience de la solitude. Et c'est un défi auquel ils sont confrontés, parvenus déjà au 3e âge. Cette solitude peut se vivre de plusieurs manières. Elle se vit en fonction de la situation familiale, l'état de santé. En ce qui concerne la solitude en lien avec des personnes qui ont encore de la famille, qui ont de la progéniture, ces personnes expriment régulièrement le besoin d'avoir des visites de la part de leurs enfants qui sont éloignés
en raison des services de leur emploi. Et aussi, il y a des personnes qui ont déjà une situation de santé précaire ou encore qui sont en perte d'autonomie. Celles-là estiment régulièrement des besoins et font donc recours à des services communautaires. Et aussi, le besoin d'écoute est aussi là parce que dans la solitude, on a besoin d'être écouté, de converser, de dialoguer avec une personne, d'où l'importance des services d'écoute. C'est un peu les 3 niveaux que nous essayons de présenter en lien avec cette question de la solitude des aînés. OK. Puis là, je vais faire un petit bout le chemin. La santé des aînés. J'aimerais ça qu'on en parle parce que là, je regarde dans les médias, il y a des choses qui se passent. Il y a beaucoup d'aînés qui n'ont pas de médecin de famille. Là, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. Avant, il y avait droit à un groupe de médecins dans les GMF. Puis là, on entend dire que ça peut changer. Est-ce que vous voyez, est-ce que les gens vous ont parlé de leur situation de santé, puis qu'ils voudraient avoir plus de sécurité au niveau des services de santé? Est-ce que vous avez entendu ça ou c'est pas courant? Bonjour, c'est Jacques. Oui. Écoutez, à cet aspect-là, présentement, les gens sont un peu résignés. Pas de médecin de famille quand ils n'en ont pas. Difficile de consulter. Alors, les gens vont attendre à la dernière minute s'ils ont besoin pour aller consulter. Deuxième des choses, mais là, présentement, ceux qui suivent les nouvelles, présentement, c'est pas très encourageant. On voit là que les places de rendez-vous, hier, justement, aux nouvelles, les places de rendez-vous, à partir de juin, ont tombé là de beaucoup. Il y a des places qui pouvaient recevoir 900 personnes par mois, et là, c'est tombé à 0. Il y a comme un bras de fer entre le gouvernement présentement et les médecins. Ça, c'est les gens qui n'ont pas de médecin de famille, hein, genre? Exactement. Le gouvernement avait mis en place une structure là où et même s'il n'y avait pas de médecin de famille, on faisait le 8-1, option 3, on trouvait un endroit là où on pouvait rapidement avoir un rendez-vous. Là, je ne sais pas au moment présent l'état de situation, comment le 8-1 est capable de répondre là aux personnes qui vont avoir besoin de rencontrer un médecin dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Là. C'est très inquiétant, trouvez-vous, parce que les aînés devraient être une priorité au niveau de la santé. Là. Quand on regarde ça, on a plus de maladies chroniques. Quand les maladies arrivent, on est encore plus malade. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? C'est certain que les aînés, c'est la majorité de ces personnes-là. On a juste à parler avec une autre personne aînée, juste poser une petite question. Tu prends combien de médicaments par jour, toi, pour être en santé? Et les personnes qui te disent en bas de 3, là, c'est vraiment rare. Là. Maintenant, les aînés, on en voit beaucoup qui vont prendre des pilules pour l'hypertension ou le diabète ou un paquet de ces petites maladies-là qui sont pas des maladies mortelles, mais qui sont des maladies là qui peuvent être reliées avec l'âge, avec l'embonpoint, avec le fait qu'on bouge moins qu'on bougeait quand on était plus jeune. Alors, ces personnes-là sont plus sujettes à avoir besoin là, d'un suivi médical. Lorsque tu n'as pas de médecin de famille, écoutez, là, ça devient compliqué parce que chaque fois que tu rencontres un médecin, c'est jamais le même. Tu risques d'avoir des diagnostics différents aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais là, il y a quelque chose que tu as dit que je trouve qui est fou. Ça m'a fait un petit choc au cœur. Mais ce que tu as parlé de la résignation, parce qu'on a une travailleuse sociale retraitée, Hélène, qui m'a aussi dit que plusieurs aînés qui n'ont plus de médecin de famille se disent résignés, puis
ils vont plus nulle part. Ils font plus rien. Ils disent, ben, s'il nous arrive quelque chose, il nous arrivera quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est assez grave, moi, je trouve. Mais écoutez, c'est difficile pour une personne aînée seule de dire je pars, puis je vais aller brasser ou je vais aller me plaindre là à des personnes, puis à qui me plaindre? Tu te présentes au CLSC, tu dis j'ai besoin de services de santé, la personne à l'accueil va vous dire ma pauvre madame ou mon pauvre monsieur, moi je suis juste là pour vous accueillir, j'ai aucun pouvoir pour changer qu'est-ce qui se passe présentement. Même le ministre, présentement, il n'y a pas de pouvoir pour changer l'état de situation si effectivement les médecins arrêtent de rencontrer les personnes qui sont orphelins au niveau médecin de famille. Les gens sont un peu impuissants et ils ne savent pas qui s'adresser. Alors, à ce moment-là... L'urgence, Jacques. Oui, mais dites ça à un aîné, aller à l'urgence. Si tu n'as pas un bras cassé ou quelque chose qui priorise là, à rencontrer un médecin, passer les 10-12 heures assis sur des bancs très inconfortables, puis sont faites en fonction d'être inconfortables pour que les personnes n'aient pas le goût d'aller s'asseoir là. Alors, écoutez, là, quand tu as atteint un certain âge aussi, souvent, tu peux avoir des problèmes de courbature, problèmes structurels. Tu as besoin d'un petit peu de confort pour rester immobile longtemps sur un siège. Écoutez, il n'y a rien de facilitant là-dedans. Là. Mais je voulais, Jacques, je veux pas... excuse-moi, là, je t'ai interrompu comme ça, mais la ministre Bélanger parlait pas qu'elle allait instituer 3 cliniques spécialisées pour les aînés, dont une à Québec. N'avez-vous entendu parler? Écoutez, moi, personnellement, comme je suis en supervision, je suis pas sur le terrain. Peut-être que ces cliniques-là existent. Là. Présentement, non, moi, à ma connaissance, mais les travailleurs de milieu ici m'ont pas rapporté là de personnes qui ont fait affaire avec ces cliniques spécialisées. On n'a pas eu, pour l'instant, dans les références à faire auprès des personnes, parler de la clinique spécialisée. Ce qui fonctionnait bien dernièrement, c'était le 811 option 3. Ça fonctionnait bien, les gens avaient une réponse rapide, les personnes étaient courtoises au téléphone et dans les comme avait été annoncé, dans les 48 heures, il y avait ordinairement un accès à un médecin. Et là, présentement, on est dans une période de flottement. Là, c'est pour ça que je vous dis, là, on ne sait pas là comment ça va se faire et l'état de situation avec les médecins, les services semblent s'arrêter à partir du 1er juin. Là. OK, ça veut dire samedi? Ça veut dire, effectivement, on pourra s'attendre là, à ce qu'une personne qui, aujourd'hui, voudra avoir un rendez-vous, là, la semaine prochaine, ça soit difficile d'avoir un rendez-vous. Là. Ils vont aller où? Et là, je ne sais pas, là. On attend d'avoir des nouvelles à ce niveau-là. Je ne sais pas là, si on parle aux personnes de 8 en 1, option 3, ils vont avoir des ressources à nous suggérer ou des façons autres de faire. Écoutez, là, pour l'instant, les gens sont en attente là, de savoir qu'est-ce qui va se passer. Là. OK. Est-ce que les travailleurs de milieu, vous avez quelque chose à dire là-dessus? En fait, ce que je trouve inquiétant dans tout ça, simplement pour faire une description de la réalité des services de santé, c'est que on voit qu'ils sont de moins en moins capables de répondre à la demande. Comme j'en ai souvent parlé, bien, on a la vague des bébés boomers qui a commencé il y a déjà 2-3 ans, puis ça va aller en s'accentuant. Puis le gouvernement est bien conscient. Sauf qu'il y a un manque de personnel partout, que c'est vraiment un mur qui s'en vient, puis je sais pas comment ça va se régler, je sais pas ce qui va arriver. Moi, j'avais un numéro de téléphone aussi que je pouvais donner à mes clients pour avoir un rendez-vous, comme Jacques disait, dans les 48 heures. Mais là, il semblerait que d'ici la fin de semaine, là, dans les jours et semaines à venir, que ce soit difficile, que c'est pas
pas rassurant de ce qui s'en vient. Non, je comprends. Est-ce que Alain et Joseph, vous avez quelque chose à dire sur cet thème-là? Oui, moi je dirais que en dehors du 811 qu'on utilise habituellement, il peut arriver une situation d'urgence. Les aînés qui sont capables de chercher un rendez-vous en ligne, ils peuvent aller à accès rendez-vous Télé Santé. Là, ils mettent leurs coordonnées quand c'est urgent et ils peuvent avoir un rendez-vous. Mais OK. il y a des places qui sont disponibles. OK. Bon, ben là, il y a toujours ça comme alternative. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que souvent, les aînés avec lesquels on travaille, c'est des personnes qui ont soit jamais eu d'ordinateur ou qui sont plus capables de les utiliser. Puis moi, je me souviens, quand j'ai essayé de prendre rendez-vous il n'y a pas si longtemps avec mon propre médecin de famille, ça a été très compliqué, puis finalement, j'ai abandonné. Imaginez, quand on a juste le téléphone pour prendre rendez-vous, la difficulté, là, ça se décrit pas. OK, tu as abandonné, imagine-toi, puis tu n'es pas dans la situation d'une personne aînée vulnérable. Ouais. OK, alors, moi, aujourd'hui, on parle plus social, puis je sais que vous êtes sensible à cette situation-là. Les aînés qui doivent quitter leur domicile parce que ils sont malades ou leurs conjoints qui doivent s'en aller dans plus petit ou dans une RPA. N'avez-vous vu? Est-ce qu'ils sont aidés? Moi, nous, à la QDR, on connaît une ancienne administratrice qui vit cette situation-là, puis elle semble pas avoir, bandard de ce qu'on fait nous à la QDR, elle semble pas avoir beaucoup de ressources pour l'aider. Est-ce que vous avez vu des cas comme ça? Parce que ça va aller de pire en pire, de plus en plus, parce que en vieillissant, tu peux plus rester dans ta maison, tu peux plus rester dans un grand appartement. Que pensez-vous de ça? Est-ce que ça vous est arrivé d'avoir des cas comme ça? On a plusieurs cas de ce type-là. La difficulté qu'on rencontre, souvent, les gens aimeraient faire affaire avec une seule ressource. Mais on est obligé de bâtir un travail là avec plusieurs ressources. Une personne, par exemple, pour venir faire les boîtes. Une autre personne pour faire telle affaire. Les personnes aînées qui sont un peu démunies, qui n'ont pas la technologie, ont besoin d'être guidées. Et quand tu fais affaire avec plusieurs personnes, c'est un peu plus difficile qu'avec une seule. Deuxième des choses, là, présentement, on le sait avec le taux de logement vacant dans la région de Québec. Ouais. Si tu aurais à déménager, difficile. Si tu n'es pas techno, avant, tu avais le journal, il y avait 4-5 pages dans le journal de logement à louer. Maintenant, si vous ouvrez les journaux locaux, logement à louer, là, vous allez avoir quelques lignes sans plus. Les recherches se font maintenant par Internet, ces choses-là. Si tu n'es pas techno, tu es déjà très désavantagé. Ça demande à ce moment-là d'avoir une personne qui est habile un peu pour pouvoir faire ces recherches-là. Mais deuxième des choses, oui. Dans le prix des logements, si on regarde l'explosion du prix des logements, quand tu es une personne aînée, tu vis dans un endroit depuis plusieurs années, quand tu quittes ton logement, tu regardes le prix que tu pourras avoir pour un logement similaire et tu fais le saut, là. C'est environ 3, 4, 500 $ par mois de plus que pour te relever pour avoir un logement qui va ressembler à ce qui est là. Ça aussi, là, c'est inquiétant là, pour les personnes aînées qui n'ont pas vu leur revenus de retraite augmenter là, de 3, 4, 500, 600 $ par mois. Là. Mais est-ce que ça veut dire, je vais te dire un mot assez gros, qu'ils sont prisonniers de leur logement? Parce que s'ils changent, même pour avoir un logement plus petit, ils vont évidemment payer plus cher. Bien, écoutez, là, la semaine passée, il y a une nouvelle loi qui a été mise là, au niveau, là, justement, sur le logement par le gouvernement actuel.
Et la semaine passée, la ministre, la loi allait passer dernièrement en décembre, janvier de cette année. Et elle a fait une mise à jour là en mai où elle a mis un moratoire là, présentement pour les personnes aînées de 65 ans et plus pour qu'ils puissent demeurer dans leur logement parce qu'il y avait beaucoup de ces logements-là, quand ils sont occupés depuis 10, 15 ans par les personnes, peut-être les logements ont besoin de rénovation. Alors, les propriétaires servaient là, de la clause de rénove le logement pour qu'à ce moment-là, avoir une chance que l'aîné quitte, parce que l'aîné doit quitter pendant qu'on fait la rénovation de son logement, mais il faut qu'il habite ailleurs. Alors, à ce moment-là, un coup, tu as déménagé tes choses, est-ce que tu as le goût de revenir dans ton ancien logement qui permettait, à ce moment-là, au propriétaire qui a fait les rénovations, de relouer le même logement à 4, 5, 600 $ de plus parce que le prix du logement avait été protégé au fil des années quand la personne était là. Alors ça, c'est la nouveauté dans les dernières années. On voit ça beaucoup. Ici, dans la région de Québec, on a une partie des logements qui sont construits depuis plus de 70 ans. Si vous allez dans Limoilou, vous allez à Vieux-Québec, une partie de Sainte-Foy qui a aussi des logements qui sont là depuis une soixantaine d'années, qui ont besoin d'être rénovés. Alors, les personnes aînées qui sont là depuis des années se trouvent confrontées là, à des choses. Puis faire 2 déménagements dans la même année pour une personne aînée, vous comprenez là que... C'est dur, c'est trop dur. Pas là, ben là. OK, on va arrêter aujourd'hui, mais on va continuer la semaine prochaine parce que c'est fort intéressant, puis vous avez une information qui est vraiment d'actualité. Alors, je voudrais vous remercier pour l'émission d'aujourd'hui, puis vous convier à mercredi prochain, aux mêmes heures, au même poste. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Bonne journée. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.